dissertait en cette rentrée donc La femme et l'oiseau, un roman choral où vous mettez en scène 3 membres d'une même famille, 3 personnes qui sont de 3 générations différentes. Et l'élément déclencheur de ce roman, on le doit à Vina, une ado de 14 ans qui est en première. Il y a le bac de français qui arrive dans un mois, et voilà qu'elle menace un de ses camarades de classe avec un cutter. Alors, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous présenter Vina et nous dire pourquoi elle s'est mise dans cet état? Oui, alors Vina, c'est une adolescente qui est intelligente, qui est brillante, mais qui est violente, qui a un problème de violence psychique et physique, puisque quand même menacer son camarade avec un cutter, enfin en plus elle lui dit des menaces assez horribles. Et le point de départ du livre, c'est effectivement pourquoi elle a fait cet acte de violence. Et pour sa mère, qui est totalement prise de court, affolée, dévastée par ce qui arrive là, la première chose à laquelle sa mère va penser, c'est Vina, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une naissance comme les autres enfants, puisqu'elle est quand même née d'une mère porteuse, avec toute la culpabilité que ça a provoqué pour sa mère. Et en plus, une mère porteuse dans un pays, une mère porteuse pauvre, puisque c'est une mère porteuse indienne. Donc Vina a ce côté lointain, asiatique, des origines une espèce d'origine mythologique, parce qu'elle a quand même en fait 2 mères. Son père est mort quelques années auparavant, et donc c'est la première raison à laquelle pense sa mère. Sauf que elle va décider d'aller se réfugier chez son grand-oncle Thomas en Alsace, et qui est le seul de la famille en fait qui ne la juge pas, qui a quelqu'un d'un peu extérieur à la famille, un peu marginal. Et là, l'histoire du roman, c'est que petit à petit, elle va comprendre que cet héritage de violence, il vient de racines beaucoup plus profondes. Donc justement, elle se fait exclure du lycée et elle va donc trouver refuge chez Thomas, qui vit en Alsace près de Saverne, qui est un personnage assez intriguant, assez fascinant, et qui a surtout des pouvoirs magiques. Oui, absolument. Thomas, moi je l'imaginais, j'ai tendance à dessiner mes personnages et je l'imaginais très grand, avec des yeux très très clairs, presque aveugles, ce genre de regard presque d'animal. Et en fait, il les accueille avec joie, parce qu'il est quand même très solitaire, il ne voit que la dame qui s'occupe de lui, avec qui il a une relation amicale, assez tendre, mais on sent qu'il y a quelque chose qui l'a exclu du clan des gens normaux, du clan de la normalité familiale, amicale, amoureuse. On sent quelque chose en lui. Et il a, Thomas, on se rend compte à mesure de roman qu'il a quelque chose, il lit les pensées, et puis il va nourrir les oiseaux, et il se passe quelque chose pour lui quand il voit les faucons sur la falaise, parce qu'à chaque fois qu'il voit un faucon s'envoler, eh bien sa mémoire se déploie. Il a l'impression que l'oiseau l'amène voler dans sa propre mémoire. Et entre Thomas et Vina, parce que Thomas, il se présente comme ça, comme un espèce de vieux chaman, plutôt un peu étrange mais gentil, mais en réalité, très vite on comprend que vu son âge, il a fait la guerre, et que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il lui est arrivé des choses qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, et il a aussi un héritage de violence, et finalement, avec ce qu'il a vécu, il va pouvoir comprendre Vina. Et ces deux-là, ça va être une rencontre essentielle pour tous les deux. Oui, donc vous disiez que ces dons sont nés presque pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc on comprend vite que Thomas était donc sur le front russe, il était du côté allemand, ce qui fait de lui un malgré nous. Oui. Alors oui. pouvez-vous
rappeler ce que c'est les Maghré-nous et pourquoi les Maghré-nous vous ont finalement intéressé? Alors en fait, donc Thomas, oui, les Maghré-nous, c'était les Alsaciens et les Momozelans qui ont été enrôlés de force dans la Wehrmacht. Et c'est un thème qui me tenait à cœur depuis longtemps parce que du côté de ma famille alsacienne, eh ben, j'ai eu un grand-oncle malgré nous et interné au camp de Tannenbaum, qui était une espèce de goulag, de camp absolument terrible, où étaient enfermés les prisonniers en fait ramassés dans l'armée allemande lors de la débâcle allemande sur le front russe, et on les laissait y mourir dans le terrible hiver russe par des froids de moins 40 degrés. Donc, longtemps, j'étais pas sûre d'écrire sur les Maghré-nous parce que je me disais comment je peux m'emparer de cette page de l'histoire et qu'est-ce que je peux rajouter aux témoignages qui existent déjà beaucoup, notamment en Alsace. Il y a beaucoup d'anciens qui ont témoigné. Et puis, c'est avec les années que la réponse est venue et que j'allais faire ce personnage de Thomas, qui est un personnage qui survit à l'horreur par un lien mystique à la nature et parce qu'il a cette faculté de se projeter dans les faucons. Et c'est comme ça que fonctionne sa mémoire, c'est comme ça que fonctionne son rapport au monde, et c'est son âme en fait, le faucon c'est son âme. Et les Maghré-nous, d'un seul coup, j'ai compris aussi qu'il y avait quelque chose qui nous touche tous, sans doute, parce que c'est finalement des personnes dont le destin est interrompu. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils se retrouvent à combattre sous un uniforme qui n'est pas le leur, donc il y a une violence, une aliénation de porter le mauvais uniforme au mauvais moment, et en plus, c'est quelque chose c'est horrible et improbable, quoi. C'est-à-dire que c'est totalement, je dirais au-delà du bien et du mal, c'est totalement une improbabilité inouïe de devoir se retrouver à combattre sur le front russe face aux personnes qui sont censées être ses propres alliés, et ces événements violents qui tout d'un coup vous rejettent en dehors de la normalité, qui tout d'un coup vous rendent hautement improbable, comme une anomalie, comme une aberration, ça me parlait beaucoup, et je me disais que finalement c'était quelque chose qui parlait, c'était quelque chose qui pouvait se transmettre. Et c'est dans cette famille, c'est ce sentiment d'être rejeté à la frange de la normalité, dans des paysages violents et chamaniques qui s'est transmis, et qui s'est aussi transmis à Vina avec la violence qui va avec. Mais en même temps que la violence, c'est aussi transmis, je dirais, le remède à la violence, qui est ce rapport chamanique à l'animal et à la nature. Et il faut imaginer en plus que ces hommes-là, et Thomas dans le roman, il traversait des forêts. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui part de la forêt des Vosges, parce que dans le roman, c'est construit sur deux temporalités. La temporalité aujourd'hui, où Vina et sa mère viennent voir Thomas, et la temporalité des souvenirs de Thomas sur le front russe et à Tannenbaum. Et du coup, il part de la forêt des Vosges quand il a 17 ans et demi. Il se retrouve à traverser cette forêt splendide qui est aujourd'hui la forêt princière de Moldavie et qui était autrefois les forêts de Bessarabie. Et ensuite, il atterrit dans une autre forêt qui est belle et magique en apparence, qui est en Russie, qui est la forêt de Rada, où se trouve le camp de Tannenbaum avec ses baraques à moitié enterrées dans le sol et qui sont comme finalement des modélisations bien réelles, malheureusement, de l'enfer, parce qu'ils descendent à l'intérieur. Et donc, il a un rapport à toutes ces forêts, à tous ces arbres qui à la fois fait d'effroi et d'admiration religieuse. Et du coup, c'est aussi un personnage qui, quand il est vieux, donc aujourd'hui, puisque l'action se passe en 2018, est extrêmement sensible au feu, au méga-feu de forêt, à l'environnement, puisqu'il a vu très concrètement la politique de la terre brûlée quand il était dans sa division allemande lors du repli, que tous les villages, sur le chemin de cette division, au début du roman, dans ses premiers souvenirs, les soldats de la Wehrmacht ordonnent de tout brûler. Donc
voilà, c'est quelqu'un qui est double, qui a à la fois vu des horreurs et peut-être qui en a commis, et qui en même temps a un côté chamanique et mystique. Oui, et puis il y a une rencontre heureuse aussi lors de ce traumatisme. Alors, je pense qu'il vaut mieux ne pas en parler et laisser découvrir les lecteurs. Donc on comprendra donc, que le lien entre Thomas, l'histoire de Thomas et les échos qui sont dans la vie de Vina et d'Elisabeth. Et je voudrais terminer par... on est accompagné tout le long du roman par, vous l'avez mentionné, un faucon qui devient un personnage presque dans votre roman. Vous avez dit qu'il représentait l'âme de Thomas. Est-ce qu'il a une fonction encore Ah, j'adore cette question. En fait, pour moi, le faucon, c'est le narrateur secret. Je ne sais pas spoiler, mais c'est le narrateur secret de l'histoire. C'est-à-dire qu'en réalité, toute l'histoire est racontée. En fait, ce roman choral, vous verrez qu'il y a des fois, quand on se met dans la tête des personnages, donc qui sont décrits à la troisième personne, mais on rentre dans leur psychisme, il y a des petites choses qui ne viennent pas tout à fait d'eux. Et en réalité, ce que mon projet, c'était de tout raconter du point de vue du faucon, qui est à la fois l'âme de Thomas et un animal réel. Donc c'est l'âme animale qui raconte ça. Bon, ça n'entrave pas la lecture, hein, rassurez-vous, c'est écrit dans une langue très compréhensible, mais ça m'intéressait de créer un narrateur décalé et de montrer ça, finalement, une espèce de vision des personnages qui du coup soient à la fois sauvages et belles, enfin j'espère. En tout cas, c'était ce point de vue, oui, qui m'intéressait. Alors, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. C'est fini. Hein. Voilà. J'avais encore plein de choses à dire sur les femmes soldats. Encore 3 minutes. Alors, j'avais compris, c'est notre roman. Voilà. Non. Allez-y, parlez des femmes soldats. Voilà, sans parce que... interroger sur un moment, Thomas va rencontrer... Enfin, il y a des femmes soldats dans le livre. La violence de ces femmes de soldats, notamment, je décris une attaque qui a lieu par ce que les Allemands et les incorporés de force appelaient à l'époque des femmes mongoles, qui n'étaient sans doute pas réellement mongoles, qui étaient plutôt des femmes kazakhs. Et c'est une attaque d'une violence extrême. Et ça, quand j'avais entendu ces récits, donc, qui sont réels, ça m'avait assez fascinée parce que c'est un peu un tabou, la violence et la cruauté des femmes. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable, parce que les récits que j'en avais entendus, c'était des récits entre l'effroi, la sidération et une forme d'admiration pour quelque chose qui est quand même franchement de la sauvagerie, que je décris dans le livre. Et donc je voulais faire aussi des personnages de femmes violentes, puisqu'il y a ces femmes soldats qui le sont, il y a les infirmières et la médecin-chef du camp de Tambov qui sont des femmes très cruelles quand elles ont les soldats, les prisonniers, du coup, sous leur autorité. Et cette violence s'était transmise à Vina. Et du coup, pour moi, Thomas, c'était aussi un personnage d'homme très particulier, très magique, en cela qu'il est ailleurs. Il est capable de voir la violence des femmes et de l'accepter, et même il va apprendre à Vina à la dominer, à dominer sa violence. Voilà. Merci beaucoup.